Roselyne, une femme de ménage de 52 ans, a été choisie comme cible d'un pari cruel par des hommes d'affaires millionnaires. Ils voulaient prouver qu'ils pouvaient la transformer en une dame de la haute société, comme si elle n'était qu'un jouet entre leurs mains. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils venaient de provoquer la mauvaise personne. Le soir du pari venu, tous sont restés sans voix face à ce qu'elle a révélé. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires voyagent. Roselyne Kouamé était épuisée. Pas cette fatigue qu'une nuit de sommeil suffit à effacer. Non, une fatigue qui s'incruste dans les os, qui alourdit les jambes et fait mal au dos avant même de commencer le travail. À 52 ans, elle connaissait bien cette sensation. Il était 19 heures quand Roselyne descendit du bus sur l'avenue Montaigne, en plein cœur du quartier le plus chic de la ville. Elle serrait fermement contre elle son vieux sac en cuir synthétique, tout en marchant jusqu'à l'entrée de service du club d'affaires Saint-Germain. Cela faisait presque 10 ans qu'elle y travaillait, toujours de nuit, toujours invisible. « Bonsoir, Madame Kouamé », la salua François, l'agent de sécurité à l'entrée. « Bonsoir, François », répondit-elle avec un sourire fatigué. Roselyne se changea dans le vestiaire exigu qu'elle partageait avec 3 autres employés. Elle enfila son uniforme bleu marine, attacha ses cheveux en un chignon serré et chaussa ses chaussures confortables, celles qui lui permettaient de tenir debout des heures durant. Avant de sortir, elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Un message de Samuel, son petit-fils de 15 ans. « Mamie, j'ai fini mes devoirs. J'ai mangé le dîner que tu avais laissé. Bonne nuit. » Elle sourit. Samuel était sa raison de tenir. Depuis que sa fille Amélie était morte 3 ans plus tôt, faute d'argent pour soigner correctement sa maladie, Roselyne avait pris en charge l'éducation du garçon. Il était brillant, studieux, rêvait d'aller à l'université. Mais les rêves coûtent cher quand on est pauvre. Roselyne prit son chariot de nettoyage et entama sa tournée. D'abord les toilettes du 2e étage. Ensuite, les couloirs. Vers 9 heures, elle monterait dans la grande salle où se tenaient d'habitude des dîners et des événements d'entreprise. Ce soir-là, il y avait une fête. Roselyne entendait déjà les éclats de rire et le tintement des verres, bien avant d'ouvrir la porte du salon. Elle attendit que le serveur sorte pour entrer discrètement, poussant son chariot jusqu'à un coin reculé. La salle était décorée de fleurs luxueuses et de bougies. Une vingtaine d'hommes, tous en costume impeccable, buvaient un vin qui valait plus que le salaire mensuel de Roselyne. Elle en reconnaissait certains, de puissants entrepreneurs, PDG, investisseurs capables de décider du sort de milliers d'emplois d'un simple trait de plume. Roselyne se mit à débarrasser les tables vides en silence. Elle excellait dans l'art de se faire oublier. Pour ces hommes, elle n'était guère plus visible qu'un meuble. « Édouard, tu deviens ennuyeux avec tes vieilles histoires », lança un homme aux cheveux grisonnants en riant. « On a déjà assez gagné cette année. Et si on s'amusait un peu ?» Roselyne reconnut celui qui parlait. Édouard Lefebvre, un investisseur connu pour ses paris audacieux et son arrogance. Elle l'avait déjà croisé, toujours entouré de flatteurs. S'amuser ? Édouard leva son verre de vin, les yeux brillants d'une lueur dangereuse, celle des gens qui ont trop bu. Vous ne savez pas ce que c'est que le vrai divertissement ? Je parie sur tout. Je l'ai déjà prouvé 1000 fois. Alors, prouve-le encore, lança un autre homme. Fais un pari qu'on n'oubliera jamais. Édouard balaya la salle du regard, comme s'il cherchait l'inspiration. Puis ses yeux se posèrent sur Roselyne. Elle était accroupie, en train de frotter une tache sur un tapis persan. Elle ne se rendit même pas compte qu'elle était observée. « Cette femme, » dit Édouard, en la désignant. « Vous voyez la femme de ménage ?» Roselyne sentit les regards se tourner vers elle et releva lentement la tête. Tous la fixaient. Son cœur s'emballa. Quelque chose clochait. « Qu'est-ce qu'elle a ?» demanda un des hommes. « Je parie, » déclara Édouard en se levant
et en s'approchant de Roselyne, que je peux transformer cette femme en une dame respectable. Dans 6 mois, elle participera à des soirées comme celle-ci, habillée avec élégance, parlant correctement et parfaitement acceptée par vous tous. » Un silence s'installa. Puis, des rires éclatèrent, forts, cruels, résonnant dans toute la salle. « C'est absurde !» lança quelqu'un. « Et c'est justement pour ça que c'est un pari intéressant », répondit Édouard. « L'argent peut tout acheter, même l'impossible. » Roselyne resta figée. Elle ne comprenait pas tout, mais elle savait que rien de bon ne sortirait de cette situation. Elle sentait la honte lui monter aux joues. « Et quel est l'enjeu » demanda l'homme aux cheveux gris. « 100 000 € à chacun de ceux qui parient contre moi, » dit Édouard. « Si je perds, je paie. Si je gagne, chacun me doit la même somme. » Des murmures s'élevèrent. Certains hommes semblaient intrigués. « Et elle » demanda quelqu'un en désignant Roselyne. On lui a demandé si elle voulait participer. Édouard se tourna vers elle, affichant un sourire dénué de chaleur. « Madame, » dit-il d'un ton mielleux, « comment vous appelez-vous »« Roselyne Kwame, monsieur, » répondit-elle d'une voix timide. « Madame Kwame, j'ai une proposition à vous faire. Une proposition qui pourrait changer votre vie. » Roselyne serra son chiffon entre les mains. Elle avait envie de fuir, de retourner au vestiaire, de rentrer chez elle, de serrer Samuel dans ses bras et d'oublier cette soirée. « Je vous offrirai 20 000 €, poursuivit Édouard, si vous acceptez de participer à un petit projet. Rien d'illégal, rien de dangereux. Juste une transformation. Accepteriez-vous ? 20 000 €. Le chiffre résonna dans la tête de Roselyne comme une cloche. 20 000 €. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 3 ans. De quoi acheter les médicaments dont Samuel avait besoin. Il se plaignait de douleurs aux jambes, mais elle n'avait pas les moyens de consulter un médecin privé. De quoi payer des cours de soutien pour le lycée. De quoi offrir à son petit-fils des chances qu'elle n'avait jamais eues. « Qu'est-ce que je devrais faire » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Simplement me faire confiance » répondit Édouard. « Vous suivrez des cours de savoir-vivre, vous recevrez de nouveaux vêtements, vous serez présenté à la bonne société, et à la fin, vous assisterez à un gala caritatif à mon bras. C'est tout ?» Roselyne regarda les autres hommes. Certains évitaient son regard. D'autres affichaient ce sourire qu'elle connaissait trop bien. Le sourire de ceux qui se divertissent aux dépens des autres. Elle savait que tout cela était malsain. Elle savait qu'on se servait d'elle. Mais 20 000 €. « J'accepte, » dit Roselyne, se surprenant elle-même. La salle explosa en commentaires. Édouard applaudit, visiblement ravi. « Excellent! C'est conclu! Le pari est lancé. 6 mois à partir d'aujourd'hui. » Les hommes commencèrent à inscrire leurs noms, choisissant qui miserait contre et qui parierait en faveur. Roselyne resta là, debout, son chiffon toujours à la main, avec la sensation d'avoir signé un pacte avec le diable. Lorsqu'on la libéra enfin, Roselyne retourna au vestiaire les jambes en coton. Elle se changea machinalement, attrapa son sac et sortit par l'entrée de service. François remarqua son expression. « Tout va bien, Madame Kwame ?»« Oui, oui, » mentit-elle, juste un peu fatiguée. Sur le chemin du retour, dans un bus presque vide, Roselyne regardait les lumières de la ville défiler par la fenêtre. Elle ne savait pas exactement dans quoi elle venait de s'embarquer. Mais une chose était claire, ces hommes ne la voyaient pas. À leurs yeux, elle n'était rien. Une chose, une ombre. Quelqu'un d'aussi insignifiant qu'en faire une dame deviendrait une farce, un passe-temps. Roselyne Kwame était bien des choses, fatiguée, pauvre, invisible, mais elle n'était pas idiote. Et alors que le bus glissait dans la nuit, quelque chose commença à se réveiller en elle. Ce n'était pas encore de la colère. C'était plus froid, plus calculé. S'il voulait jouer, elle jouerait.
Mais peut-être, juste peut-être, que les règles ne seraient pas tout à fait celles qu'ils imaginaient. La première semaine fut la plus difficile. Roselyne dut démissionner du club d'affaires. Édouard insistait sur le fait qu'elle devait se consacrer à temps plein à sa transformation. Il assurait que l'argent promis compenserait tout cela, mais c'était tout de même douloureux de quitter sa seule source de revenus. « Mamie, t'es sûre que c'est une bonne idée ?» demanda Samuel lorsqu'elle lui parla de la proposition, en omettant évidemment les détails humiliants. « Ça a l'air bizarre. »« C'est une opportunité, mon chéri, » répondit Roselyne en lissant les cheveux de son petit-fils. « Ça va beaucoup nous aider. » Le lundi suivant, une voiture noire vint chercher Roselyne chez elle. Le chauffeur ne prononça pas un mot pendant tout le trajet, jusqu'à une villa située dans le quartier le plus huppé de la ville. Là, Roselyne fut accueillie par une femme d'âge moyen, prénommée Véronique. « Vous devez être Roselyne, » dit Véronique, en la détaillant de la tête aux pieds, l'air de jauger un objet endommagé. « On a beaucoup de travail. » Véronique était professeure de savoir-vivre. Dans les jours qui suivirent, Roselyne fut soumise à des cours sans fin sur la manière de s'asseoir, de marcher, de tenir un verre de vin, de saluer les bonnes personnes. « Dos droit !» hurlait Véronique dès que Roselyne s'affaissait un peu. « Une dame ne se penche pas. Elle reste droite. » Les cours étaient épuisants. Roselyne, habituée au travail physique, découvrit qu'être assise des heures durant, en gardant une posture parfaite, était une torture différente, mais tout aussi éprouvante. Édouard passait de temps en temps pour vérifier les progrès. Toujours accompagné d'un ou deux amis, toujours lançant des commentaires qui ressemblaient à des compliments, mais qui avaient un goût amer. « Regardez-moi ça !» dit-il lors d'une de ses visites. « Elle sait déjà tenir une fourchette correctement. Extraordinaire !» Les amis riaient. Roselyne gardait un visage neutre, mais ses mains tremblaient sous la table. Après 3 semaines, commencèrent les cours de vocabulaire et d'expression orale. Un professeur particulier fut engagé pour affiner la manière dont Roselyne s'exprimait. « Il faut éliminer ces expressions familières, » disait-il, en plissant le nez. « Dites « je vais bien », pas « ça va ». Dites « je ne sais pas », pas « je sais pas ». Articulez chaque mot. Roselyne obéissait, répétant les phrases jusqu'à ce que sa langue lui fasse mal. Mais le soir, une fois rentrée chez elle, elle parlait à Samuel comme toujours. C'était sa langue à elle, son identité. Elle ne permettrait pas qu'on la lui arrache complètement. Au 2e mois, Édouard décida qu'il était temps de renouveler la garde-robe de Roselyne. Il l'accompagna lui-même dans une boutique de luxe de l'avenue Montaigne. « Il nous faut un relooking complet », dit-il à la vendeuse, une femme blonde et mince qui regarda Roselyne avec un mépris à peine dissimulé. Roselyne fut obligée d'essayer des robes hors de prix, des talons aiguilles qui lui blessaient les pieds habitués à des chaussures confortables, des bijoux lourds qui pesaient sur son cou. À chaque sortie de la cabine d'essayage, Édouard et les vendeuses commentaient « Ce bleu atténue un peu le côté sombre de son teint », dit la vendeuse. « Peut-être quelque chose de plus discret », suggéra Édouard. « On ne veut pas attirer trop l'attention sur ses particularités naturelles. » Roselyne restait là, debout, traitée comme une poupée, un objet sans âme. Elle avait envie de hurler, de fuir, mais elle pensait à Samuel, aux médicaments dont il avait besoin, aux factures qui s'accumulaient. Le véritable test arriva au 3e mois, quand Édouard estima que Roselyne était prête pour ses premières apparitions publiques. Il l'emmena à un dîner caritatif, la présentant comme ça, protégée. « Voici Madame Kwame », dit-il à un groupe de femmes élégantes. « Je l'aide à se réintégrer dans la société, après quelques années difficiles. » Les femmes sourirent de ces sourires vides et lui serrèrent la main du bout des doigts, comme si elle portait une maladie contagieuse. « Comme c'est noble de ta part, Édouard, » dit l'une d'elles, toujours aussi généreux. Pendant le dîner, Roselyne s'assit à la table, utilisa les bons couverts, but dans le bon verre,
garda le dos bien droit. Mais elle écoutait ce qui se disait autour d'elle. Elle entendait les chuchotements. « C'est le nouveau passe-temps d'Édouard », disait une voix à la table voisine. « Un pari absurde. Il pense vraiment qu'il peut faire d'elle une des nôtres. »« La pauvre !» répondait une autre. « Elle ne se rend même pas compte qu'elle est la risée de tous. » Roselyne continua à manger, le visage impassible. Mais chaque mot était une lame, chaque rire étouffé, un rappel de la place qu'on lui assignait dans ce monde. Les semaines suivantes furent une succession d'événements similaires. Roselyne était exhibée comme un trophée, un projet, une curiosité. Édouard l'emmenait à des galeries d'art, des ventes aux enchères, des dîners, toujours à la présenter, toujours à observer les réactions, toujours satisfait quand quelqu'un la regardait avec surprise ou mépris. Mais quelque chose commença à changer. Roselyne, qui au départ ne cherchait qu'à survivre à cette épreuve, se mit à écouter vraiment. Elle retenait les noms, observait les comportements. Lors d'un dîner, elle entendit deux hommes d'affaires discuter d'une opération douteuse impliquant des fonds publics. Lors d'un autre événement, elle assista à une conversation sur une fraude fiscale. Les gens parlaient librement devant elle, parce qu'ils ne la voyaient pas comme une menace. Pour eux, Roselyne était invisible, inoffensive. Et c'est là qu'elle s'en souvint. C'était au 4e mois du pari. Roselyne assistait à un autre événement, cette fois un cocktail dans un hôtel de luxe. Édouard discutait avec un groupe d'investisseurs, et Roselyne, debout à ses côtés comme une présence silencieuse, écoutait. « Tu te rappelles cette société qu'on a rachetée en 2018 ?» disait l'un d'eux. « Celle de comptabilité ?»« Ah oui !» répondit Édouard en riant. « On a fait une fortune avec cette faillite. » Roselyne sentit son sang se glacer. 2018. Elle s'en souvenait parfaitement. C'était l'année où elle avait perdu son poste de chef comptable. L'entreprise où elle travaillait depuis 15 ans avait été rachetée par des investisseurs qui l'avaient démantelée en quelques mois. Roselyne et des centaines de collègues avaient été licenciés sans préavis, sans indemnité correcte. Elle regarda Édouard d'un autre œil. Était-il possible? Était-il l'un des responsables? Ce soir-là, Roselyne rentra chez elle et fouilla dans ses vieux dossiers. Elle retrouva les papiers de licenciement, les contrats, les articles de presse sur la faillite. Et là, en toutes lettres, Lefebvre Capital, la société d'Édouard. Roselyne passa la nuit entière éveillée, les papiers étalés sur la table de la cuisine. Samuel dormait dans la chambre voisine, inconscient du tumulte intérieur de sa grand-mère. Édouard Lefebvre avait détruit sa vie des années plus tôt, et maintenant, il l'utilisait comme distraction. Mais Roselyne ne pleura pas. Elle ne cria pas. À la place, un sourire froid se dessina sur son visage. S'il voulait jouer, elle allait jouer. Et peut-être qu'elle connaissait mieux les règles que lui. À partir de ce jour-là, Roselyne commença à porter un petit enregistreur caché dans son sac. Elle commença à conserver chaque document qu'elle voyait être jeté. Elle nota les noms, les dates, les conversations. La femme invisible voyait et entendait tout. Et personne ne se doutait de rien. Le 5e mois du pari apporta des changements significatifs. Édouard était convaincu que sa victoire était assurée. Roselyne savait déjà se comporter dans les événements de la haute société, portait des vêtements élégants avec aisance et tenait des conversations superficielles sur l'art ou la politique sans commettre de faux pas. « Tu es presque prête », lui dit Édouard lors d'un déjeuner dans un restaurant luxueux. « Encore quelques semaines et le gala final aura lieu. Ce sera mon moment de gloire. » Roselyne sourit poliment, comme elle avait appris à le faire. Mais à l'intérieur, un tout autre sourire se formait. Son petit enregistreur, dissimulé dans le sac de marque qu'Édouard lui avait offert, captait chaque mot. Au cours des dernières semaines, Roselyne avait accumulé des preuves qui feraient jubiler n'importe quel procureur.
Enregistrements de conversations sur l'évasion fiscale, documents de contrats frauduleux abandonnés dans des poubelles après des réunions, emails imprimés oubliés sur des tables, qu'elle photographiait discrètement avec son téléphone. C'est Samuel qui lui avait appris à mieux s'en servir. La vie de Roselyne était devenue double. Le jour, elle était la protégée docile d'Édouard, toujours présente, toujours silencieuse, toujours attentive. Le soir, elle rentrait chez elle et classait méticuleusement toutes les preuves récoltées. « Mamie, pourquoi t'as tous ces papiers ?» demanda Samuel un soir, la voyant entourée de documents. « Ce ne sont que des trucs du travail, mon cœur, » mentit-elle. « Tu n'as pas à t'inquiéter. » Samuel, qui avait remarqué que sa grand-mère était plus silencieuse, plus concentrée, mais aussi plus déterminée que jamais, ne posa pas de questions. Il lui faisait confiance. C'est au cours d'une de ces nuits que Roselyne mit la main sur la pièce maîtresse du puzzle. En fouillant dans des documents jetés après une réunion entre Édouard et d'autres investisseurs, elle découvrit un rapport financier détaillé. À l'intérieur, des preuves d'un système de blanchiment d'argent via des sociétés écrans et des paradis fiscaux. Roselyne n'était plus comptable, mais elle savait encore lire un bilan financier et interpréter les chiffres. C'était illégal, très illégal, et Édouard était au cœur de tout cela. Elle photographia chaque page, sauvegarda le tout dans un dossier sécurisé protégé par mot de passe et attendit. Le bon moment n'était pas encore arrivé. Pendant ce temps, les préparatifs pour le grand gala avançaient. Édouard avait décidé de faire de l'événement une soirée fastueuse, une réception caritative réunissant chefs d'entreprise, hommes politiques et même quelques journalistes. Ce serait sa grande démonstration. Roselyne, preuve vivante que l'argent et le pouvoir peuvent tout modeler. « Ce sera parfait », disait-il à ses amis. « Imaginez la scène. Elle entrera à mon bras, vêtue comme une reine, et tout le monde verra que j'avais raison. Mon pari le plus brillant. » Ce qu'Édouard ignorait, c'est que Roselyne avait prévu autre chose pour cette soirée-là. 2 semaines avant la date du gala, Roselyne fit quelque chose qu'elle n'avait encore jamais osé faire. Elle prit rendez-vous avec un journaliste d'investigation. Elle avait choisi son interlocuteur avec soin, un homme réputé pour son intégrité et son courage face aux puissants. Ils se retrouvèrent dans un petit café discret, loin des lieux fréquentés par l'élite. Le journaliste, un quadragénaire nommé Laurent Dubois, écouta ce que Roselyne avait à dire avec une attention croissante. « Vous avez des preuves de tout cela ?» demanda-t-il, sidéré. Roselyne ouvrit son ordinateur portable, un qu'elle avait acheté avec son propre argent, pas avec celui d'Édouard, et lui montra les enregistrements, les documents, les photos. Laurent resta silencieux un long moment, examinant les fichiers. « C'est de l'or » dit-il enfin. « Mais publier tout ça… Lefebvre est puissant. Il a des avocats redoutables. »« Je sais, » répondit calmement Roselyne. « C'est pourquoi je veux que vous attendiez la nuit du gala. Tous les investisseurs impliqués seront là. Ce sera le moment parfait. »« Vous voulez le faire publiquement ?» demanda Laurent. « Vous êtes consciente des risques ?»« Je le suis, et je suis prête. » Laurent accepta d'attendre. Il utiliserait ce délai pour tout vérifier et préparer un article complet. Le soir du gala, une fois les preuves révélées, il publierait tout. Les jours suivants furent tendus pour Roselyne. Elle continuait à accompagner Édouard dans les événements, continuait à sourire et à faire bonne figure. Mais, intérieurement, elle comptait les jours. Samuel sentit la tension chez sa grand-mère. « Mamie, t'es sûre que tout va bien ?»« Tout ira bien très bientôt, mon amour, » dit Roselyne en l'enlaçant. « Très bientôt. » Enfin, la veille du gala arriva. Édouard était euphorique. Il avait même invité plusieurs des hommes qui avaient parié contre lui pour qu'ils assistent à sa victoire. « Demain soir, » dit-il à Roselyne pendant le dernier essayage de sa robe, « tu seras la vedette. Ma vedette. La preuve vivante que j'ai raison sur toute la ligne. » Roselyne le regarda à travers le miroir. Elle vit un homme arrogant,
aveuglé par son propre pouvoir, incapable d'imaginer que la femme qu'il avait choisie comme victime puisse devenir la cause de sa chute. « J'ai hâte », répondit-elle. Et c'était vrai, mais pas pour les raisons qu'il croyait. Cette nuit-là, Roselyne dormit à peine. Elle révisa son plan mentalement, vérifia que toutes les preuves étaient bien organisées, confirma avec Laurent qu'il serait présent à la soirée. Samuel dormait paisiblement dans la pièce voisine. Roselyne alla l'observer un moment, silencieuse. Elle faisait tout cela pour lui, pour Samuel, pour Amélie disparue, pour toutes les personnes comme elle qu'on avait piétinées et humiliées par des hommes comme Édouard. Demain serait le jour de la vérité. La nuit du gala arriva, sous un ciel étoilé qui recouvrait la ville. L'événement se déroulait dans la salle de bal d'un hôtel historique, le même où Roselyne avait été présentée à la société pour la toute première fois, plusieurs mois plus tôt. Roselyne se préparait seule, chez elle. Édouard avait proposé d'envoyer une équipe de maquilleurs et de coiffeurs, mais elle avait refusé. Ce soir-là, elle voulait tout faire par elle-même. Elle enfila la robe bleu marine sophistiquée qu'Édouard avait choisie, releva ses cheveux en un chignon élégant et mit les discrets pendentifs en perles. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle vit une femme différente. Non pas une femme transformée par la haute société, mais une femme renforcée par ses propres mérites. « Mamie, tu es magnifique !» dit Samuel, apparaissant dans l'embrasure de la porte. « Merci, mon chéri !» répondit Roselyne en ajustant la cravate de son petit-fils. Oui, elle avait insisté pour qu'il l'accompagne. Il méritait d'être témoin de la victoire de sa grand-mère. La voiture envoyée par Édouard arriva à 19h pile. Pendant le trajet, Roselyne serrait la main de Samuel, essayant de lui transmettre une sérénité qu'elle ne ressentait pas entièrement. Son cœur battait vite, mais sa détermination, elle, était inébranlable. La salle de bal était splendide. Des lustres en cristal éclairèrent l'espace, des tables décorées de fleurs exotiques remplissaient la pièce, et des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne. Il y avait là au moins 200 personnes, des chefs d'entreprise, des politiciens, des mondains, et discrètement placés parmi eux, quelques journalistes, dont Laurent Dubois. Édouard l'accueillit à l'entrée avec un sourire triomphant. « Roselyne, tu es parfaite, absolument parfaite. » Il ne remarqua même pas Samuel à ses côtés, tant il était absorbé par sa propre victoire. La première heure de la soirée se déroula comme prévu. Édouard traversait la salle avec Roselyne à son bras, la présentant à tout le monde, recevant des compliments pour sa transformation réussie. Les regards sur Roselyne étaient teintés de cette étrange combinaison de condescendance et d'étonnement. « C'est extraordinaire ce que tu as accompli, Édouard, » disait un entrepreneur. « Vraiment remarquable. » Roselyne souriait, saluait, mais observait. Elle reconnaissait les hommes qui avaient parié contre Édouard, visiblement contrariés de leur défaite imminente. Elle voyait les femmes qui la toisaient avec un mépris à peine voilé. Et elle voyait Laurent Dubois, discret près du bar, son ordinateur portable prêt à l'emploi. À 21h, comme prévu, vint l'heure du discours. Édouard monta sur l'estrade installée à l'extrémité de la salle, un micro à la main, le sourire plus large que jamais. « Bonsoir à tous !» Sa voix résonna dans toute la pièce. « Merci à chacun d'entre vous d'être venu ce soir pour notre gala caritatif. Mais avant de parler de la cause que nous soutenons, je dois vous raconter une histoire fascinante. » Le silence se fit dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Il y a 6 mois, poursuivit Édouard, j'ai fait un pari avec certains amis ici présents. Un pari que beaucoup pensaient impossible. J'ai affirmé que je pouvais prendre n'importe quelle personne, quelle que soit son origine, et la transformer en quelqu'un digne de figurer parmi nous. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter le résultat. » Il tendit la main vers Roselyne. « Madame Roselyne Kwame, je vous en prie, rejoignez-moi. » Roselyne inspira profondément. Samuel lui serra la main une dernière fois avant de la lâcher. Elle marcha vers l'estrade, monta les marches et se tint à côté d'Édouard,
face à toute cette foule. Cette femme, dit Édouard en la désignant comme un objet, n'était qu'une simple femme de ménage il y a 6 mois. Et regardez-la aujourd'hui. La preuve vivante que, avec les bons moyens, tout le monde peut être façonné. Quelques applaudissements polis, quelques rires étouffés. Roselyne vit tout. Elle ressentit tout, mais elle resta droite. Édouard continua son discours, décrivant le processus de transformation, lançant quelques plaisanteries sur les difficultés du parcours, récoltant des rires supplémentaires. Puis il commit sa dernière erreur. Et maintenant, pour confirmer définitivement ma victoire, j'aimerais demander à Madame Kouamé de dire quelques mots. Voyons comment elle s'en est sortie. Il lui tendit le micro avec un sourire confiant, s'attendant à un discours bien préparé, rempli de gratitude et d'humilité. Roselyne prit le micro. Un silence total régnait. « Merci, monsieur Lefebvre », commença-t-elle, la voix ferme et claire. Ces 6 derniers mois ont en effet été révélateurs. Mais pas pour les raisons que vous imaginez. Édouard fronça les sourcils, surpris. Avant de travailler comme femme de ménage, poursuivit Roselyne, j'étais chef comptable dans une entreprise respectable. J'y ai travaillé 15 ans, jusqu'au jour où des investisseurs sans scrupules ont racheté l'entreprise, l'ont démantelée et ont licencié des centaines d'employés sans indemnité. La salle commença à murmurer. Édouard tenta de lui reprendre le micro, mais Roselyne recula d'un pas. Ces investisseurs appartenaient à Lefebvre Capital, dit-elle en regardant Édouard droit dans les yeux. Votre société, monsieur Lefebvre. Les murmures se transformèrent en agitation. Édouard pâlit. Je vous ai reconnu dès le premier soir, dit Roselyne. Et si j'ai accepté de participer à ce pari cruel, ce n'était pas pour l'argent. C'est parce que je savais que des gens comme vous parlent trop quand ils se croient en sécurité. Et j'avais raison. Elle fit un signe de tête à Laurent, qui s'approcha de l'estrade avec un petit projecteur. En quelques secondes, des images apparurent sur le mur blanc derrière eux. Des documents, des transcriptions d'enregistrements, des preuves d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent, de contrats illégaux, tout impliquant Édouard et plusieurs hommes présents dans la salle. Le silence était désormais glacial, lourd comme le plomb. Pendant ces 6 mois, poursuivit Roselyne, sa voix résonnant dans la salle figée, alors que vous m'exhibiez comme un trophée, alors que vous vous moquiez de moi, je vous écoutais, je vous observais, je vous enregistrais. Vous m'avez rendu invisible, et c'est votre plus grosse erreur. Édouard voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. D'autres hommes se levèrent, tentant de quitter discrètement la pièce. Mais Laurent avait déjà partagé les preuves avec les autorités. Roselyne aperçut 2 agents en civil se positionner près des sorties. « Le véritable pari, dit-elle en fixant Édouard, ce n'était pas de savoir si vous pouviez me transformer. C'était de savoir si moi, j'arriverais à rendre justice après tout ce que vous avez pris à moi et à tant d'autres. Et j'ai gagné. » Elle descendit de l'estrade, rejoignit Samuel, qui l'attendait, les yeux humides. Ensemble, ils quittèrent la salle, tandis que le chaos éclatait derrière eux. Cris, accusations, téléphone qui sonnait, journalistes en effervescence. Dehors, dans l'air frais de la nuit, Roselyne respira enfin librement. Dans les mois qui suivirent, les conséquences furent immenses. Édouard Lefebvre et plusieurs de ses associés firent face à des poursuites pénales. Des investisseurs se retirèrent, des entreprises s'effondrèrent, des réputations furent réduites en miettes. L'histoire de Roselyne fit la une des journaux et devint un symbole de résistance. Avec l'argent qu'Édouard lui avait versé et l'indemnisation obtenue après le procès, Roselyne fonda une organisation à but non lucratif, dédiée aux femmes ayant perdu leur emploi à cause de faillites frauduleuses. Elle y offrait un accompagnement professionnel, un soutien juridique et, surtout, de la dignité.
Samuel fut admis en faculté de médecine avec une bourse complète. Son rêve devenait enfin réalité. Un après-midi de printemps, 1 an après cette fameuse soirée de gala, Roselyne se trouvait dans son petit bureau au sein de la fondation lorsqu'elle reçut une lettre. Elle venait d'une femme qu'elle avait aidée. Un mot de remerciement pour lui avoir redonné espoir. Roselyne sourit, rangea soigneusement la lettre dans un tiroir, aux côtés des autres qu'elle recevait chaque semaine, puis regarda par la fenêtre. Le soleil illuminait la ville, et elle se sentit en paix. Le pari était terminé. Mais contrairement à ce qu'Édouard imaginait, ce n'est pas lui qui avait gagné. C'est la femme qu'il avait choisie comme cible, celle qu'il croyait inférieure. Roselyne Kwame avait prouvé que la dignité ne s'achète pas, ne s'apprend pas dans des cours de bonne manière et ne peut être arrachée par l'humiliation. Elle avait toujours eu de la valeur. Il lui manquait seulement une chance de le prouver, au monde et à elle-même. Et aujourd'hui, elle était enfin libre. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en bas. Likez la vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et n'oubliez jamais, la dignité ne s'achète pas. Elle naît avec nous.